Dans le Book Club, aujourd'hui, on prend la route et on part à l'aventure. Mais attention, choisissez bien votre monture en danseuse, en équilibre, du guidon et des plumes pour notre premier invité qui nous convie à remonter l'histoire du voyage à vélo. Pour notre deuxième étonnant voyageur, l'aventure, c'est dans la tête et comme le chante le poète, c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Trois gars n'écoutant que leur courage se piquent de se laisser voguer jusqu'à l'estuaire de la Seine. Alors, l'ont-ils bien descendu ? Bonjour Philibert Hume. Bonjour Sébastien. Vous êtes journaliste et romancier. Vous avez publié Roman Fleuve aux Équateurs, un roman qui a reçu le prix Interallié. Félicitations. Je vous remercie. Bonjour Alexandre Kirati. Bonjour Sébastien. Vous êtes géographe des transports et de l'environnement, cycliste accompli et auteur de Prendre la route, une histoire du voyage à vélo publié chez Arquet. Merci d'être avec nous, à tous les deux. Au sommaire de cette émission également, autour de 13h10, un auteur nous conseillera un livre étrange dans le cadre de notre série L'étrange Noël des écrivains. Et à 13h25, on trouvera Charles Dantzig pour le deuxième volet de ses quadritèmes. Puis on entendra évidemment, comme tous les jours, auditrices et auditeurs de notre Book Club via notre hashtag Book Club Culture. Et on commence justement avec la question qui leur a été posée aujourd'hui. Quels sont les récits qui ont le mieux raconté des voyages, des aventures, mais des voyages, des aventures au coin de la rue ? Eh bien, Julien et Hélène ont choisi de nous parler d'un classique du roman humoristique, C'est Trois hommes dans un bateau, du britannique Jérôme K. Jérôme, livre publié en 1889 et en France en 1894. Quand j'étais enfant et jeune ado, ma grand-mère me faisait lire les livres de son enfance. Elle était née en 1918. Certains étaient un peu tombés en désuétude, comme les Thibault ou Sans famille. Je les trouvais parfois un peu rébarbatifs, alors quand j'ai eu Trois hommes dans un bateau de Jérôme K. Jérôme pour mon anniversaire, j'étais un peu mitigée, mais j'ai tenté le coup. Et je crois que je n'ai plus jamais ri comme ça en lisant. Donc, Trois hommes dans un bateau, c'est l'histoire de trois copains qui décident de remonter la Tamise en bateau. Le récit est la première personne et le narrateur, je n'avais jamais rencontré un narrateur aussi farfelu, est le roi de la digression. Il est surtout hypocondriaque. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, et leur aventure n'est qu'une succession de gags ubuesques. Le jour du départ, ils loupent leur réveil, manquent de rater leur train et débarquent enfin sur le canot. S'en suivent des épisodes les plus absurdes les uns que les autres. Faudrait des heures pour tout raconter, mais c'est pour moi le livre le plus désopilant jamais écrit, qui mérite d'être lu et relu. Déjà juste le titre avec le détail de la parenthèse, sans oublier le chien, moi ça a eu tendance tout de suite à m'amuser. J'ai beaucoup aimé, plus que l'histoire, toutes les digressions dans lesquelles le narrateur prête des intentions aux objets inanimés, comme par exemple les théières, dont l'eau n'est jamais chaude tant qu'on reste à côté, mais qui se mettent à siffler dès qu'on commence à faire autre chose, ou bien les cordelles, qui ont tendance à s'entortiller quand on ne les regarde pas, alors même qu'on a pris soin de bien les ranger et de les aligner proprement. Voilà, merci à Hélène et Julien, une recommandation de lecture qui tombe à pic, puisque ça a été une grande source d'inspiration pour vous, Philibert Hume. Ben oui, j'ai tout copié. J'ai tout copié. Dis donc, vous avez vraiment des auditeurs remarquablement bien, cultivés. Ils sont bien, chérissez-les. Bien, ouais. Hashtag Book Club Culture, vous pouvez le redire si vous voulez. Non, mais c'était effectivement une source, sans jeu de mots, d'inspiration pour moi. Ces trois Anglais, ces trois gentlemen qui remontent la Tamise. Nous, avec deux comparses, nous décidons de descendre la Seine, puisque parisiens que nous sommes, c'est la Seine que nous avions sous le nez. Alexandre Kirati, est-ce que vous partagez aussi cette passion pour les livres de Jérôme K. Jérôme ? Bien sûr, il y a la suite de Trois hommes sur un bateau qui s'appelle Trois hommes sur un vélo, où avec les mêmes comparses anglais, ils décident de traverser la forêt noire. La Rhénanie, les Vosges... Exactement, toute une équipée burlesque et humoristique pour traverser ces beaux pays à bicyclette. Quand est-ce que vous avez découvert ce roman, Philibert Hume, pardon ? Par hasard, je ne sais plus exactement, dans une maison de vacances, je crois, et puis je l'ai gardé dans la poche du manteau, peut-être un an ou deux, et puis je l'ai sorti. C'est toujours un peu mystérieux. Moi, j'ai tendance à acheter les bouquins ou à les récupérer, voire à les voler, et à les lire bien des années plus tard. Là, je ne peux pas vous dire exactement, mais j'avais le livre évidemment en tête quand j'ai entrepris ce périple, cette épopée. Vous évoquez justement l'humour de ce livre.
livre, qui est un roman humoristique. Et vous dites, c'est assez rare l'humour dans le roman français. Oui, vous avez remarqué, c'est pas forcément poilant les étals des librairies de nos jours. Et pourtant, une littérature comique, légère et non moins profonde peut exister, a existé. Ce livre, Trois hommes dans un bateau, en est la preuve. Et voilà, moi je crois que il faut écoper l'époque, quoi. À tous les sens du terme. Voilà, à tous les sens du terme, et on est un certain nombre à se coller, à fixer cette tâche. On évoquait les folles embardées de Jérôme K. Jérôme dans son livre Trois hommes sur un vélo. On découvre aussi de sacrés embardés dans votre livre grâce à des cartes, Alexandre Sierrati, des Paris-Avignon, des Paris-Vienne, même le Coast to Coast, San Francisco-Boston, une traversée du pays, des États-Unis, littéralement. Pourquoi avoir voulu raconter une histoire du voyage à vélo ? Moi-même étant cycliste depuis plusieurs années, j'ai eu l'occasion de voyager pas mal en France et en Europe. Je me suis posé la question d'où venait cette pratique et j'avais le pressentiment qu'on n'était pas juste sur une pratique de loisir trivial, mais que ça représentait une vraie culture et qu'il y avait beaucoup de choses à dire autour de ça. Et après plusieurs recherches, en fait, il n'existait aucun livre sur ce sujet-là. Alors, il y a une pléthore de livres sur l'histoire du cyclisme ou l'histoire du Tour de France, par exemple, mais sur cette question du voyage à vélo, il n'existait rien du tout. Et je me suis dit que c'était la bonne occasion pour aller faire quelques recherches à la BNF et produire cette littérature-là quelques mois après. Quand est-ce que vous avez commencé activement à faire du vélo ? Déjà, quand est-ce que vous avez appris à faire du vélo ? Est-ce que vous vous en souvenez ? Je ne m'en souviens pas tout à fait. Je me souviens qu'il y avait quelques roulettes, mais que tout de suite, ça a été une révélation et que j'ai senti que j'avais envie d'aller un petit peu plus loin et envie de m'échapper. J'ai commencé à en faire autour de mes 18 ans. Voilà, en parcourant un petit peu les montagnes avec mon père, ma famille dans le sud de la France et ensuite en le faisant tout seul avec des copains. Et finalement, c'est un virus qui m'a jamais quitté. Philibert Hume, vous aussi, vous faites du vélo. D'ailleurs, vous avez un très beau, comment on appelle ça, un chandail de cycliste. Un gilet, un jersey, d'une équipe néerlandaise disparue depuis longtemps. J'ai tendance à pas m'équiper, pas disposer des derniers équipements. Vous êtes un peu vintage. Oui, j'ai 30 ou 40 ans de retard. Mais voilà, moi j'ai été beaucoup moins expérimenté en canot que l'est Alexandre en vélo, puisque j'ai découvert cette activité en me jetant à l'eau, justement. On a découvert par exemple en cours de route que nos rames étaient des pagaies, ce qui heureusement ne changeait pas grand-chose à l'affaire. On a appris aussi bien longtemps après l'arrivée qu'il fallait se tenir dans un canoë, dans celui-ci en particulier, à genoux. Et nous étions assis. Et puis à trois par ailleurs. Et puis nous étions trois, dans un canoë de place, ce qui nous semblait un détail avant le voyage et puis qui nous a compliqué la tâche. En voyage donc, une descente sur la Seine à trois copains. Est-ce que l'aventure c'est mieux entre copains ? Moi, je crois que tout ça est, pour moi, la littérature, l'aventure, la camaraderie, tout ça est un peu entremêlé. Et je conçois pas l'aventure tout seul. Et puis, j'ai tendance à vivre des aventures un peu farfelues. Il me faut des témoins pour accréditer ce que je raconte. Sinon, personne ne me croit. Vous êtes un peu mythomane, vous voulez dire ? Non, les gens me prennent pour un mythomane, mais je le déplore. Vous savez, c'est ce que disent les mythomanes. Vous avez une définition très particulière de l'aventure. Vous dites l'aventure, c'est dans la tête. Au fond, vouloir l'aventure, c'est déjà l'aventure. Mais ça, c'est pas la définition de la littérature aussi ? Si. Je me répète, c'est pour moi complètement entremêlé. Là, c'est l'histoire, en l'occurrence, de trois types qui descendent la Seine, mais qui ont l'impression de découvrir l'Amérique, qui se prennent pour Christophe Colomb, mais ils sont à Mantes-la-Jolie. L'aventure, elle est dans leur tête. Ils sont bardés de clichés, ou plutôt d'images d'Épinal, et ils tâchent de faire rentrer la réalité dans ces images d'Épinal, fût-ce au chausse-pied. D'images d'Épinal formées par quel genre de littérature ? Est-ce que ce qu'on a appelé la littérature de voyage, par exemple ? Oui, par la littérature de voyage, plus exactement par les romans d'aventure, par Jules Verne, par toutes ces épopées par Mark Twain aussi. Vous êtes plutôt Huckleberry Finn ou Tom Sawyer ? Alors moi, je suis plutôt Tom Sawyer, et je pense être atteint par le syndrome Tom Sawyer, qui consiste justement face à une difficulté rencontrée au cours de l'aventure, par tenter de la résoudre au moyen des références littéraires dont on est bardé. Tom Sawyer, à la différence de Huckleberry Finn, quand il se retrouve à devoir traverser, par exemple, une rivière tempétueuse, il se demande comment on fait
comment on fait les héros de ses aventures favorites pour traverser ce fleuve. Et c'est non par la raison qu'ils trouvent le moyen de la traverser. C'est pourquoi souvent ça tourne mal. Mon cher Alexandre Cherati, je vous propose d'écouter un autre auditeur-lecteur. Il s'appelle Andy, du duo de baroudeurs vététistes à retrouver sur Instagram, Team Vélo Dimanche. Il nous parle de votre livre, écoutez. Nous avons découvert le livre Prendre la route d'Alexandre Cherati lors d'une conférence dans une boutique dédiée aux cyclistes à Paris. Sa façon de raconter nous a tout de suite séduits et on a acheté le livre qui nous a été dédicacé par ses soins. Nous avons particulièrement aimé son côté pédagogique et instructif, caractérisé par un grand travail de documentation. Le livre est facile à lire et riche d'anecdotes et d'histoires qui ne semblent pas sortir du passé, mais de nos propres expériences quotidiennes de cyclotouristes. Notre coup de cœur, ce sont les images d'archives, mais surtout les traces effectuées par les pionniers de voyage à vélo, ce qui nous donne envie de monter en selle et reparcourir ces aventures. Prendre la route nous a fait voyager, aussi bien dans le temps que dans l'espace. Merci Alexandre. Voilà, mais c'était Andy du duo de baroudeurs vététistes Team Vélo Dimanche. Alors, une histoire qui débute, et quand et où cette histoire du vélocipède? Cette histoire du vélocipède, elle démarre en 1817. Elle sort de la tête d'un inventeur qui s'appelle le baron Dries von Sauerborn, qui laisse son nom à ce drôle d'objet qui est une sorte de trottinette, un vélo qui n'a pas de pédale, mais qui a une selle, et qui s'appelle la Draisienne. Voilà, et qu'on retrouve aujourd'hui comme jouet pour enfants. Et donc, ça naît dans son esprit d'inventeur. Il commence à se dire ce qu'il pourrait faire avec ce drôle d'objet. Et il se retrouve à parcourir le bord du Rhin, justement, en regardant tous les canotiers et les pêcheurs qui sont sur le Rhin. Et cette invention, elle va se démocratiser à Paris et à Londres l'année suivante, en 1818. Elle tombe assez rapidement dans l'oubli, parce que finalement, on se rend compte qu'on ne peut pas aller très très loin avec, que en fait, des enfants qui courent à côté vont plus vite que ce drôle d'objet. Et donc, pendant 40 ans, ça reste un objet pour enfants dans une cave. Et il faut attendre le début des années 1860 à Paris pour qu'il y ait un serrurier du nom de Michaud qui ait l'idée pour la première fois de mettre des pédales sur la roue avant et de décupler la force musculaire et de pouvoir partir à l'aventure avec ce nouvel objet qu'il appelle maintenant vélocipède. Et à partir de là, c'est une histoire qui avance sans pause, où il y a eu par exemple l'apparition de la voiture qui a peut-être... Alors, l'histoire du vélo n'est pas un long fleuve tranquille. Bravo. Petit hommage à mon voisin. Effectivement, déjà il faut se dire qu'on aurait très bien pu passer à côté de cette invention. Ça arrive dans un foisonnement d'inventions de vélos à 3 roues, à 4 roues, à 5 roues, couchés, assis, avec plein de choses. Et donc, il va y avoir des moments où le vélo va devenir populaire et d'autres moments où il va un petit peu être passé de mode. Il aurait pu ne pas survivre à l'arrivée de l'automobile au début du XXe siècle, mais c'est grâce à une poignée de personnes particulièrement motivées et particulièrement éprises de l'acte de pédaler que ce vélo-là va survivre et qui va continuer à se développer tout au long du XXe siècle pour arriver au bel objet qu'on a aujourd'hui. Mais au moment de l'hégémonie, de la voiture, j'avais lu des articles où on dit aux gens, attention, ne prenez pas le vélo, c'est très très dangereux, prenez une voiture, c'est plus sûr que là. De toute façon, c'est assez simple, plus il y a de voitures, plus c'est dangereux. Oui. Donc il y a un espèce de cycle comme ça qui est difficile à revenir en arrière. On voit par exemple dans les banlieues aujourd'hui, dans toutes les zones périphériques, malgré le fait que le vélo continue à croître en centre-ville, la pratique du vélo elle continue à diminuer. Et en fait, c'est un peu un espèce de cercle vicieux. Plus il y a de voitures, plus il est facile d'urbaniser, d'aller toujours construire plus loin, plus les distances sont longues et plus il y a encore de voitures. Et donc l'idée aujourd'hui dans les politiques publiques cyclables, c'est de venir mettre fin à ce principe-là et à refaire naître le vélo, même dans les périphéries. On va accueillir Oriane Delacroix qui est là avec nous en studio. Merci d'être là de nous rejoindre avec un peu plus d'étrangeté dans cette émission qui l'est déjà beaucoup. Je trouvais que ces deux étonnants voyageurs, vous venez avec des recommandations livresques et littéraires très étranges. Oui, et c'est Grégoire Bouillet qu'on retrouve aujourd'hui. Il est l'auteur récemment du Cœur ne cède pas, un très long mais surtout très très bon roman paru chez Flammarion. Et aujourd'hui, Grégoire Bouillet nous recommande la lecture des aventures de celui qu'on surnomme le Sherlock Holmes américain. Bon alors,
pour passer un étrange Noël, hein, et en finir quand même avec l'espèce de gros bonhomme rouge et barbu qui s'introduit nuitamment dans les maisons en passant par la cheminée. Alors moi, je vous recommande, outre le fait de faire une bonne flambée, hein, et puis de dire la vérité à vos enfants au lieu de les élever dans le mensonge, car le mensonge quand même engendre le mensonge, je vous recommande la lecture des aventures de Ray Dixon, qui était surnommé le Sherlock Holmes américain. Bon, alors c'est pas récent, hein, puisque Jean Ray a écrit les aventures d'Harry Dixon dans les années 30. Alors Jean Ray, c'est pas n'importe qui, c'est un écrivain d'origine belge, né en 1887 et mort en 1964. Et surtout, il est l'héritier direct d'Edgar Poe et de ses histoires fantastiques, si bien qu'il est devenu le maître incontesté de ce genre de littérature qui enveloppe de brume et de surnaturel aussi bien le quotidien que le crime. C'est à lui qu'on doit, par exemple, le cultissime Malpertuis, mais aussi les contes du whisky et même les contes noirs du golf que Jean Ray a écrit à la fin de sa vie pour se venger de ce sport qu'il exécrait. Et pour moi, je trouve que quelqu'un qui déteste le golf ne peut pas être totalement mauvais. Pour en revenir à Harry Dixon, il s'agissait au départ d'une série policière allemande que pour des raisons financières, Jean Ray s'est vu chargé de traduire. Mais c'était tellement mauvais que ni vu ni connu, il a carrément réécrit chaque histoire, laissant libre cours à son imagination et à son goût pour le fantastique. Résultat, des histoires complètement hallucinées dans un Londres décrit comme une nuit sans fin, peuplée de monstres et de créatures horrifiques que même Mulder et Scully n'auraient pas imaginé. L'avantage de lire les aventures d'Harry Dixon et de son fidèle ami Tom Wills pendant la période de Noël, c'est qu'il s'agit de nouvelles, de dizaines de nouvelles, qui moi ont fait les délices de ma jeunesse et même après. Et certaines de ces nouvelles sont très brèves. Pour endormir les enfants, on n'aura donc que l'embarras du choix, avec au hasard des titres comme Le lit du diable, La résurrection de la Gorgone, Le vampire aux yeux rouges, j'adore celui-là, La tête à dessous, La bande de l'araignée, Le démon pourpre ou Le jardin des furies. Bon, sinon on peut dire Samuel Beckett, hein. C'est bien Beckett aussi, En attendant le Père Noël, ça peut le faire. Alors, pour vous procurer les aventures d'Harry Dixon, Sébastien, il va vous falloir enquêter un peu vous aussi. Peut-être fouiller dans des greniers chez des bouquinistes ou alors prendre contact avec la maison d'édition belge Le Cri, qui a réédité en 2007 et en 20 volumes toute la série des aventures d'Harry Dixon. Quant à Beckett, toute son œuvre se lit aux éditions de Minuit. Merci Oriane. Sébastien. À demain. À demain. Alexandre Sirati, Philibert Hume, est-ce que vous aussi vous avez une recommandation livresque étrange? Alors moi, quand j'étais petit, j'étais fan des livres Chair de poule. Ah, c'est vrai. Voilà. Oui, c'était bien ça. Je ne sais pas si ça existe encore, si c'est encore édité, mais en tout cas, c'est des livres, moi, qui m'ont initié à la lecture et initié à ce côté un petit peu étrange. Des histoires de clowns, des histoires de maisons hantées. C'est ça, tout à fait. Philibert Hume. Étrange, bizarre, je ne sais pas, j'ai lu dernièrement aussi un livre qui est étrange dans son genre, qui s'appelle les Dimanches de Jean Désert, qui est encore plus vieux que le livre que nous suggérait Grégoire Bouillet, puisqu'il date de 1914, il a été publié en 1914. Les Dimanches de Jean Désert, de Jean de la Ville de Miremont, un très court roman sur un petit homme très banal, une banalité si banale que c'en est remarquable, dans la vie duquel il ne se passe rien, et qui soudain rencontre une fille, la fille d'un croque-mort. Il la rencontre devant l'enclos des otaries du Jardin des Plantes, et ça me semble assez étrange et bizarre. Et évidemment, ça change toute sa vie. Les histoires de croque-mort, c'est souvent étrange. Philibert Hume, puisque vous avez la parole, il y a quelque chose de joyeusement désuet dans votre livre Roman Fleuve, et je pense notamment aux figures illustrées, comme des mémorabilia de voyage, peut-être même des trésors de guerre. On voit un silure, une radio portative, un lance-pierre ou un grinder pour moudre de la marijuana. Est-ce que ce sont les ingrédients d'un voyage réussi? La marijuana, certainement pas. Non, c'est-à-dire que ces gravures qui ont été réalisées par un ami, l'un des derniers graveurs au burin de la place de Paris, participent de la forme que je voulais donner à ce livre, c'est-à-dire un pastiche de roman de voyage d'autrefois. Il a donc une couverture cartonnée, comme les livres jusque dans l'après-guerre. Il a des titres de chapitres à rallonge, vous savez, ces titres où l'on découvre que le narrateur... Et également des gravures. Voilà, ça me plaisait beaucoup d'allier le fond et la forme. Comment vous êtes venu au voyage ?
par inadvertance et désœuvrement. Je suis venu au voyage parce que là, en l'occurrence, ce voyage-là, nous sommes parisiens tous les trois et nous avions la Seine qui coulait depuis notre enfance sous nos yeux le matin, le soir, la nuit, même le dimanche et les jours fériés. Et on a fini par se demander où ça allait. Il y avait une visée scientifique, quasi scientifique à ce voyage. Nous voulions prouver que la Seine se jetait bien dans la mer et nous sommes en mesure de le confirmer, c'est vrai. Mais vous savez, nous sommes sur France Culture. Il est 13h10, on est le 27 décembre, la Seine se jette bien dans la mer. Ouais, voilà. Et vous savez ce que disait le président MacMahon, ce qu'avait dit le président MacMahon à la fin du 19e, on l'avait dépêché, il y avait des crues terribles, des inondations à Toulouse, et il s'était exprimé, c'était le président quand même, il s'était exprimé: que d'eau, que d'eau. Et vous savez ce que lui avait dit le préfet, et la réponse est encore plus savoureuse, le préfet lui avait dit: et encore, monsieur le président, vous ne voyez que le dessus. Bon, c'est à peu près les mêmes motivations. Nous, on s'est dit tant d'eau quand même, faut voir où ça mène. Et d'ailleurs, faut voir où ça mène. Vous êtes beaucoup promené en France. Il y a eu un livre, La Micheline, tournée des bars de France, le tour de la France par 2 enfants d'aujourd'hui, avec Pierre-Adrien. C'est quoi cette fascination pour la France? Ouais, je tourne en rond. Vous avez de la place quand même, ça va. J'ai de la place et pour l'instant, alors que j'ai la bougeotte, la France est un terrain de jeu qui me suffit. J'ai pas fini d'en faire le tour. Je crois parce que je fais davantage le tour des Français que le tour du pays. Et ça, j'ai une formule toute préparée pour ça. C'est que, à mon avis, on met bien plus longtemps à faire le tour d'un Auvergnat qu'à faire le tour du Puy-de-Dôme. Et c'est sans fin. La variété des Français est inouïe. Le voyage en autostop, par exemple, c'est une bonne raison une bonne façon de s'en apercevoir. Si vous allez n'importe où, vous allez en autostop, vous allez monter dans 4 ou 5 voitures, vous allez vous apercevoir de la variété des écosystèmes, de la variété des Français. Alexandre Skirati, qu'est-ce que vous regardez de la France et des Français quand vous êtes sur votre vélo? Moi, je regarde l'accueil des Français. Souvent, quand on est à vélo, on a la chance d'être hébergé ponctuellement chez des gens, notamment via un réseau qui s'appelle Warm Showers, qui permet d'accueillir des cyclistes chez soi. Et voilà, on rencontre effectivement une diversité assez phénoménale. Et moi, ce que je trouve en commun de tous ces gens-là, c'est une forme de solidarité, d'ouverture et d'envie de parler. Et le fait de traverser la France à vélo, d'arriver tout transpirant dans son cuissard en lycra, on a une forme de tendresse assez naturelle de ces gens-là quand on arrive. Ils sont toujours un petit peu fascinés de cette folie finalement, de cette folie et de cette inutilité aussi de cette entreprise de voyager. Et je trouve que ça crée chez eux une tendresse et une forme de communication forcément facilitée et propice à la rencontre. Et à quoi ressemble justement une journée à vélo avec vous, Alexandre Skirati? Alors, une journée à vélo, ça commence pas trop tôt non plus, parce qu'il faut quand même prendre un petit déjeuner assez conséquent, avec du pain, de la confiture, des céréales, voilà, pas partir trop lourd. Une journée à vélo, ça commence à peu près autour de 10h du matin. Le voyage idéal, ça serait où, par exemple? Vous partiriez d'où? Le voyage idéal, ce serait partir du pied de ma porte à Place des Fêtes, dans le 19e. En hauteur. Voilà, tout en hauteur, comme ça on commence par une descente. C'est parfait. Et puis prendre le cap directement vers le sud de la France pour aller, je sais pas, par exemple, jusque dans les Corbières, qui est moi une terre qui me plaît beaucoup. De faire des étapes, on va dire, pas au-delà de 100 km. 100 km, c'est pas mal. Ça permet d'arriver un petit peu fatigué le soir, mais sans être complètement exténué, de pouvoir reprendre le lendemain avec beaucoup d'entrain et de traverser des paysages diversifiés, de longer des rivières, de prendre des vallées, de faire un petit peu le tour des boulangeries, d'étudier toute la diversité de la gastronomie française. Ça fait aussi partie du voyage. Et puis dormir dans des draps bien propres ou dans une tente si c'est la saison. Et qu'est-ce que vous emmenez avec vous alors? Est-ce que vous avez un livre ou deux avec vous? Alors oui, j'ai toujours un livre, même plusieurs livres, ce que je regrette dès que ça monte forcément. Ah oui. Voilà, j'ai envie de bazarder mes livres, voire même de faire un autodafé, puis voilà, c'est dur. Forcément, oui, quand on est en haut et qu'on est à une pente de 12%, forcément. La grimpe, c'est dur. On se dit que la culture, parfois, c'est un peu pesant. Et qu'on a envie de se libérer de tout ça. Mais j'ai investi récemment dans une liseuse, peut-être. Ah, voilà, c'est ça. 13h
13h15, 27 décembre, on a appris la découverte de la liseuse. J'ai commandé une liseuse pour Noël et puis j'espère que du coup je vais pouvoir pédaler de manière un peu plus léger. Non, trêve de plaisanterie, toujours une pompe, une rustine et puis de l'eau, bien qu'on puisse se fournir dans quelque chose un petit peu d'étrange, mais qui est les cimetières, qui est quelque chose de bien connu des cyclistes. Dès qu'on pédale et qu'on a besoin de boire, on sait qu'il y a un endroit en France où on peut toujours avoir de l'eau, c'est dans les cimetières. Et donc voilà, je ne dis pas que je connais tous les cimetières de France, mais en tout cas, j'ai eu l'occasion de m'y arrêter à plusieurs reprises. Un super conseil, étrange par ailleurs. Étrange, j'ai une anecdote à ce propos, parce que je confirme absolument ce que vous dites, les cimetières, grands pourvoyeurs pour les vivants. Et ce qu'on disait, ce que vous disiez précédemment, le voyage, l'aventure qui réconcilie avec l'humanité, sincèrement, qui réconcilie avec les Français. C'est l'anti-Twitter, quoi. Le voyage, on sonne à une porte et puis on s'aperçoit que des gens sont plutôt pleins de bienveillance, enfin sans vraiment angéliser la chose. Une fois, toutefois, un jour, remplissant ma gourde dans un cimetière, un type est sorti et m'a regardé les yeux noirs et m'a dit « Vous volez l'eau des morts ». Ça aussi, ça fait peur. Terriblement. Je citais Renaud en introduction de cette émission, mais vous, c'est plutôt Véronique Sanson que vous citez dans votre livre, Philibert Hume. Oui, c'est un épisode assez curieux, puisque dans le livre, je raconte les préparatifs d'une manière générale. Dans les romans d'aventure, j'aime beaucoup les préparatifs. Oui, c'est ce que je préfère. Il y a un livre de Robert Benchley qui s'appelle L'expédition polaire à bicyclette, tiens, justement, et qui est hilarant, les préparatifs en particulier, ou quand on lit... Comment on se prépare son baluchon. Exactement, ou quand on lit même Flaubert, Le voyage en Orient, le temps n'était pas le même. Le voyage ne commençait pas à Roissy-Charles de Gaulle, quoi. Il commençait des semaines, sinon des mois à l'avance. Et voilà, j'aime bien cette idée. Et alors, parmi ces préparatifs, on a dû donc se procurer un canot, puisque c'est la première chose à faire quand on entend canoter. Voilà, j'essaye de distiller des conseils. C'est bien, c'est bien. Et donc, sur le Bon Coin, nous avons trouvé un type qui vendait son canoë d'occasion. Et au moment de le charger sur le toit de la camionnette, il nous a dit, vous savez, ce canot, je l'ai acheté à un type qui lui-même l'a acheté à quelqu'un qui l'aurait acheté à Véronique Sanson. Et on a pris ce conditionnel pour de l'indicatif. On était très fiers de voguer dans le canot de Véronique Sanson, ce qui en fait se révèle de la plus grande inutilité. Peut-être même vous aurez pu voguer jusqu'à Bahia, par exemple, ça aurait été magique. Oui, c'est une idée. On a parlé de voyages improbables. Est-ce qu'on peut parler justement de voyages écolos en vélo et en canoë? Moi, personnellement, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Oui, bah, ça me tient à cœur, l'écologie. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Non, mais si je suis écolo, moi c'est bien malgré moi, et je crois que je le suis. Mais je n'ai pas de voiture parce que je suis pauvre et parisien. Je n'ai pas de smartphone parce que ça m'intéresse pas, et je voyage près de chez moi parce que c'est ce que je préfère. Donc c'est écolo, mais c'est bien malgré moi. Sur le vélo, évidemment que le voyage à vélo, c'est l'emblème du voyage écolo, mais ça l'a pas toujours été. Je cite dans le livre les voyages de Sartre et Beauvoir pendant l'occupation, et ils font à peu près 4000 km en France chaque été pour s'échapper un petit peu de la lourdeur et du confinement parisien. Et ils racontent très bien, surtout Simone de Beauvoir raconte que si elle avait pu faire ce voyage en mobilette ou en voiture, elle l'aurait fait, que finalement le vélo n'est qu'un prétexte pour voyager et pour découvrir à moindre frais la Terre. Aujourd'hui, je pense que les choses ont beaucoup changé. La dimension écologique dans la pratique du vélo, elle est fondamentalement beaucoup plus élevée. Et on voit beaucoup de gens qui n'étaient pas du tout acculturés à ce voyage à vélo, qui s'y mettent ces dernières années parce que justement, ça représente des vacances de proximité, des vacances zéro carbone, comme on dit. Et ça leur permet du coup de partir un petit peu la tête légère et le portefeuille carbone léger. Et dans la ville, le vélo est partout maintenant. D'ailleurs, post-Covid, vous parlez du Covid, mais c'est un peu post-Covid. Dans les grandes villes, le vélo est partout. Est-ce que vous vous sentez moins seul ? Bien sûr, forcément, on a pu voir ces 10 dernières années la folle percée du vélo, notamment dans les centres-villes. Après, ce que je disais, c'est que... vélo électrique. Vélo électrique aussi, on les accepte aussi, même s'ils souffrent un petit peu moins.
on les accueille à notre club. Mais oui, effectivement, on se sent moins seul dans certains endroits. À d'autres endroits, et notamment quand on voyage en France, qu'on arrive dans des zones périphériques ou dans des entrées de ville qui sont assez difficiles à contourner. On se retrouve sur des nationales entourées de boîtes à chaussures. Là, on se sent un petit peu seul parfois quand on se fait doubler par des camions et on se dit que cette révolution du vélo, elle mériterait à étendre son domaine géographique. Philibert Hume, on va entendre un de nos auditeurs lecteurs qui a lu votre livre, c'est Bruno, et il a même une question pour vous, écoutez. J'ai adoré Roman Fleuve, j'avais l'impression de lire un récit de voyage dont l'histoire se passe il y a des siècles dans une contrée très lointaine, avec 3 navigateurs courageux et intrépides. Et au final, l'histoire se passe de nos jours, entre Neuilly et Mantes-la-Jolie, avec 3 bras cassés dans un canoë-kayak. C'est vraiment un livre qui m'a fait hurler de rire, mais vraiment du début à la fin. Et je trouve que c'est très difficile, justement, de faire rire en littérature. Et si j'avais une question à poser à l'auteur, ça serait de lui demander quelle sera la thématique de son prochain roman, sachant que j'ai décelé quelques indices dans le chapitre 25. D'abord, merci Bruno, vous êtes un lecteur sagace. J'aime beaucoup quand vous pointez du doigt mon courage et mon intrépidité, moins quand vous parlez de bras cassés. Mais effectivement, c'était en tout cas tout à fait l'objectif recherché de décontextualiser ce roman qui n'appartient à aucune époque, puisque je crois que l'aventure est assez immuable. Quant à savoir où je m'en irai, va savoir. Alors ce chapitre 25 dont parle Bruno, chapitre 25, vie sexuelle de l'auteur, un mat de Beaupré dans la chambre d'Hector Malot, rasade sur une berge d'Anneville, du grand art de se faire inviter, comment rouler un joint de cannabis avec méthode, les méfaits de la drogue ou 100 grammes de chouquette à la boulangerie. Oui. Ça, c'est la matinée rêvée, peut-être. J'espère que ma mère n'écoute pas. Effectivement, alors lu comme ça, ça paraît étrange et ça raccorde le thème de l'émission. Le narrateur aime les digressions et a tendance à parler d'à peu près tout et n'importe quoi, surtout de n'importe quoi, et en particulier quand ça le concerne lui. Et il raconte pendant l'aventure, effectivement, sa première expérience avec une dame, et il raconte que de toutes les aventures qu'il a vécues, et Dieu sait s'il est allé loin, il a gravi la dune du Pilat, il a fait 2 fois, il a passé le périphérique parisien, mais il raconte que l'aventure amoureuse, c'est vraiment la plus extraordinaire, la plus dépaysante, c'est celle avec laquelle on revient le plus bardé de souvenirs. Il est possible que mon prochain livre concerne cette aventure-là. Un roman d'amour ? Voilà, je n'en dis pas plus, mais c'est possible, j'y réfléchis. Alors si on ne parle pas de votre prochain livre, est-ce qu'on peut parler de votre prochain voyage, Alexandre Skirati ? Le prochain voyage, je suis en train de lire le roman Fleuve de Philibert Hume et qui me donne grande envie de partir en bateau. Alors pourquoi pas effectivement une traversée de la France sur les petits canots, peut-être mettre le vélo directement sur le canoë. Je pense que c'est tout à fait possible. Et puis c'est possible ça vraiment ? On en parlait avant l'émission avec Alexandre. Il y a eu des exemples d'abord de vélo à voile. Ça, Alexandre le raconte dans son livre. Oui. Et il y a eu également des exemples de canots avec un pédalier, quoi. Alors ça n'a pas fait florès, mais ça existe. Peut-être une traversée de la France en pédalo. En pédalo, oui, il y a le pédalo, mais... C'est peut-être un concept à faire. Je me demande si ça n'a pas déjà été fait, mais... En pédalo canari, enfin, canard jaune. Et vous, Philibert Hume, le prochain voyage ? Le prochain voyage, ce sera mon prochain livre. Non, mon prochain voyage, il partira du pied de chez moi. Il sera sans doute en France et sans doute curieux, parce que j'ai tendance à faire des choses curieuses, mais c'est pas une posture de ma part, c'est sans faire exprès, encore une fois. Mais je pense qu'il partira de chez moi, il explorera les confins du monde civilisé, c'est-à-dire par-delà la banlieue parisienne. Il est l'heure à présent de retrouver Charles Dantzig et ses quadrithèmes. Aujourd'hui, 2e épisode des écrivains qui passent à table.
Dans ce quadritème des écrivains à table, voici un livre qui n'est pas traduit en français et c'est bien dommage. L'auteur est un Anglais, Samuel Rogers, né en 1763, mort en 1855. Un écrivain prolifique et influent, auteur d'essais, de poèmes, il a même été poète lauréat. Très fameux de son vivant, puis pchit, puis rien de rien. Peut-être que Rogers produisait de la littérature de consommation, de cette littérature qu'on mange et qui, bien naturellement, disparaît après consommation. Elle n'a plus d'utilité. À moins que ce ne soit un exemple de l'aberration totale qui préside à ce qu'on appelle la postérité. Quelques années après sa mort, un livre est venu le tirer par une mèche de cheveux de l'étang de l'oubli. Un livre qu'il n'avait pas écrit, des propos de table recueillis par ses amis. Les propos de table aimés dans l'Antiquité le sont encore en Angleterre. L'un des livres les plus amusants de Plutarque sont précisément ses propos de table. De même, ceux du poète W.H. Auden. Je n'oublie pas ceux de Luther, ils sont à la sauce aigre. Par exemple, « Observez tout ce que les Juifs ont subi depuis 1500 ans, il leur arrivera bien pis en enfer. Idem sur le célibat, idem sur l'acte sexuel évidemment nommé fornication. Quand Luther dit qu'il n'existe rien de plus terrible au monde qu'une femme acariâtre, je ne suis pas en désaccord, mais les hommes acariâtres, hein Martin, tu me passes le vinaigre ?» À table, Samuel Rogers parlait volontiers des célébrités qu'il avait connues. Il était persifleur, mais au moins cela nous épargne l'ennui de la complaisance qu'affectent tant de livres de souvenirs, avec leurs phrases modestement vaniteuses, leurs circonlocutions pour amener l'idée de l'éminente position de celui qui écrit. Rogers ne nous fait pas perdre de temps avec son moi. Du monde il a connu et de premier plan. C'est Byron, c'est Talleyrand, c'est Edmund Burke, c'est Wellington. Byron ne dînait jamais avec sa femme car, dit Rogers, une de ses fantaisies ou de ses affectations était qu'il ne pouvait supporter de voir une femme manger. Eh bien, je trouve ces maniaqueries originales, le signe d'une sensibilité qui n'est pas banale. C'est comme ce que quelqu'un lui dit d'une personne qu'il ne nomme pas. Son idée du paradis est de manger du foie gras au son des trompettes. Quelle habile moquerie! Dans l'un de ces propos de Rogers à table, on entend comme l'écho anticipé d'un certain livre du XXe siècle qui aura la bonne idée d'en faire un système. Ce propos, le voici. Je me souviens de l'époque où il était à la mode pour les hommes de porter un sabre. J'ai vu Haydn jouer à un concert avec un sabre au côté. Joe Brainard, 110 ans plus tard, a eu l'idée de composer tout un livre de phrases débutant par « Je me souviens ». Il dit « I remember ». En anglais, Rogers dit « I recollect ». Si vous parlez anglais, souvenez-vous de vous procurer les Recollections of the Table Talk of Samuel Rogers. Merci Charles, see you tomorrow. On peut se faire de bons gueuletons sur la route, à canoë, à d'autres canoës, j'allais dire, à vélo ou en canoë. Philibert Hume, Alexandre Skirati. Oui, moi j'ai bien mangé, mais on a bien bu surtout, puisque l'un d'entre nous avait eu l'idée géniale d'accrocher dans le sillage de notre canoë une bouteille de blanc tenue par le goulot à 3 ou 4 mètres de cordelette, tant et si bien que la bouteille d'eau à demi immergée restait au frais tout le jour. Vous êtes fine gueule, Alexandre Skirati. On se disait que, en début d'émission, que l'aventure était avant tout une disposition d'esprit. Je pense que la gastronomie est aussi une disposition d'esprit. Et quand on a faim et qu'on brûle 4000 calories par jour, et on fait, comme on disent les cyclistes, on casse des boulangeries, je pense que le moindre petit feuilleté desséché à la viande est le plus grand des repas qu'on a jamais fait. C'est dans la tête. Merci beaucoup Philibert Hume. Roman Fleuve est publié aux Équateurs, un roman qui a reçu le prix Interallié. Merci Alexandre Skirati. Prendre la route, une histoire du voyage à vélo, c'est chez Arché. On se retrouve demain à partir de midi avec une flûte enchantée royale à découvrir à l'Opéra Royal de Versailles. Et on restera dans notre thématique musicale dans le Book Club avec des livres qui se chantent et qui se dansent. C'est la fin de cette émission programmée et préparée par Oriane Delacroix, Henri Leblanc et Anouk Delfino. Réalisation Colin Gruel et à la technique aujourd'hui Jordan Fuentes. Une émission disponible en réécouté en podcast sur le site et sur l'application Radio France.